10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Fleur Kofi. Bonjour à tous. Le président de la République a entré hier de Chine, où il était depuis le 29 août dernier en visite d'État. Alassane Ouattara a aussi participé au 3e forum sino-africain et présidé une rencontre d'hommes d'affaires chinois et ivoiriens. C'était une visite fructueuse, s'est réjoui Alassane Ouattara, car les deux pays ont signé un partenariat stratégique global. La Chine, premier investisseur de la Côte d'Ivoire, va investir 1900 milliards de francs CFA, inscrits dans 18 accords signés au total. Les précisions du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ces ressources permettront la construction de plusieurs projets, de plusieurs routes, dont l'autoroute Kébisso-Boaké, l'augmentation de la fourniture d'eau potable, la construction d'hôpitaux, y compris un CHU à Bobo, la fourniture de plus d'électricité et d'amélioration de la qualité de l'électricité produite pour les populations, et également l'accès à l'éducation pour les régions rurales, notamment l'éducation numérique à travers les technologies de la communication, la réalisation de parcs industriels à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, ce qui permettra la création d'emplois pour les jeunes et aussi de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des équipements modernes en matière de communication pour la sécurité des populations. À l'instant, Alassane Ouattara dès son retour à Abidjan. Un an après sa nomination, le grand conférencier du PDCI RDA, Niamien Yao, a remis au président du parti Henri Konan Bédié le bilan de ses activités contenu dans un document de plus de 300 pages. Ce bilan est jugé positif. Écoutons Niamien Yao, grand conférencier du PDCI RDA. Le rôle du grand conférencier, c'est un défricheur de terres nouvelles. C'est-à-dire qu'il aborde des thèmes qu'on n'aborde pas toujours au quotidien. Si je devais me juger, je dirais que j'ai un bilan positif. Parce que j'ai remis un rapport de 312 pages. Et ça fait une activité par mois. Dans le bilan, il a été question de décliner les outils de travail du grand conférencier, qui sont les conférences publiques, les publications d'ouvrages et du document d'influence. Tout ce qui peut permettre aux plus jeunes de connaître la légitimité historique du PDCI-RDA et sa légitimité actuelle aussi. Nous pensons que le président Bédié, il est un homme que les Ivoiriens doivent apprendre à connaître. Il n'est pas jaloux, il n'est pas revanchard. Je pense qu'au fil du temps, tous ces vieux clichés vont tomber et on verra le New Bédié. C'est un fédérateur des nations, c'est un faiseur de paix. Et donc c'est toutes ces vertus que nous allons magnifier et célébrer. Assainissement des procédures de passation de marché. Un groupe de travail vient de voir le jour sous l'égide de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Objectif, gérer au mieux les conflits d'intérêts pour enrayer toute forme de corruption. Le directeur de cabinet de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Dr Traoré Bakary, rappelle ici les dispositions à prendre en cas de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, ça dépend des secteurs. Ça peut être dans le recrutement. Quelqu'un qui doit recruter, qui va peut-être privilégier un parent au détriment de quelqu'un qui n'est pas son parent dans le processus parce qu'il n'est pas impartial. Ça peut être dans l'attribution des marchés. On va donner le marché à un parent parce que c'est son parent. Ça ne veut pas dire qu'un parent ne doit pas soumissionner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous dégagez de la procédure. Comme ça, vous n'êtes pas, si vous voulez, juger. Vous ne créez pas un problème de confiance. Les gens ne vont pas dire c'est parce que c'est votre parent qu'on lui a donné. Votre parent est peut-être le meilleur. Mais il faut donc, le texte qui a été pris en Côte d'Ivoire, le décret de 2017, vous donne la possibilité de vous dégager, de vous mettre en retrait pour laisser les autres traiter, pour qu'on ne juge pas qu'on vous a donné parce que c'est cela. 120 agents communautaires ont été mis en mission hier dans le cadre du projet Filet socio-productif pour des mesures d'accompagnement du dit projet. Ces mesures portent sur des activités de sensibilisation, d'information et d'orientation des bénéficiaires vers des opportunités d'emploi et de bonnes pratiques familiales essentielles. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et sa collègue de la Solidarité, nous dit Nadège Kofi. À ce jour, 35 000 ménages sont bénéficiaires du projet Filet socio-productif. Ces ménages sont répartis dans 12 régions des zones centre, nord et ouest du pays. Pascal Abinakwakou, ministre de la Protection sociale. La stratégie nationale de protection sociale trouve toute sa pertinence parce qu'elle a prévu en bonne place l'amélioration des niveaux de vie des plus pauvres, mais aussi l'extension de la protection sociale à des niveaux de couverture
plus élevée. Outre les allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA, des mesures d'accompagnement sur les thématiques du développement du capital humain et de l'inclusion productive seront mises en œuvre dans les communautés bénéficiaires du projet, d'où le recrutement de ces 120 agents communautaires issus de l'INFACE, des agents qui se disent prêts pour la mission. Tagro Blekader, porte-parole. Nous nous sentons aguerris pour affronter tous les villages où se trouvent les bénéficiaires du projet et nous prenons la pleine mesure des attentes de ces populations. Du matériel leur a été remis en vue de la réussite de leur mission, d'où l'appel de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone. Je vous exhorte à être des modèles de rigueur, modèles d'intégrité, modèle de comportement. La nation entière vous regarde. Le projet est donc entre vos mains. Le projet Filet socioproductif est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale sur la période 2015-2020. Autre chose, le dernier contingent de pèlerins du groupe étatique est de retour à Abidjan depuis hier. Les pèlerins au nombre de 500 ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Au nom du chef de l'État, Sidiki Diakité a dit, sous réserve du bilan final, sa satisfaction pour l'édition 2018 du pèlerinage à la Mecque. Pour le premier responsable de la commission médicale, l'encadrement des pèlerins est une réussite. Docteur Bamba Khalifa. Nous avons pu accomplir notre mission dans de très bonnes conditions. Nous sommes rentrés aussi avec près de 98% de nos pèlerins. Nous, notre souci, c'est de permettre à nos malades, bien qu'ils soient malades, d'accomplir les rites avec, malgré leur état. Nous traitons au niveau de notre infirmerie, au niveau de l'infirmerie de l'Arabie Saoudite, en tout cas pour donner à nos pèlerins leur vigueur, leur autonomie pour qu'ils puissent faire les rites dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est un bilan positif. La 18e édition du festival Clap Ivoire se tiendra du 4 au 8 septembre prochain à Abidjan, organisé par l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un concours de court-métrage destiné aux jeunes réalisateurs des pays membres de l'UEMOA. Plusieurs candidats ont décidé de prendre part à ce concours. Écoutons d'abord Estelle Koné, représentante de la Côte d'Ivoire dans la catégorie documentaire. Mon film intitulé Nostalgie est l'histoire d'un cinéphile qui est triste de voir aujourd'hui que d'environ 60 salles de cinéma, on est resté à 3 salles de cinéma. Il raconte un peu son histoire avec les salles de cinéma, quand elles étaient encore fonctionnelles. Il nous fait revivre un peu l'histoire de ces salles de cinéma. Mouli Khan, je suis réalisateur sénégalais. Je suis venu avec une fiction qui s'intitule Gombi, en français La Plaie. Mon film, en fait, c'est l'histoire d'un jeune migrant d'Afrique qui tente d'aller en Europe, mais il a beaucoup de difficultés pour passer les frontières. Arrivé en Libye, il a été torturé, brutalisé. Finalement, il a décidé de rentrer dans son pays d'origine, qui est le Sénégal, avec beaucoup de traumatisme. Dans le reste de l'actualité, la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi présentait hier à Genève son rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays cette année et l'année dernière. Elle dénonce la persistance de graves violations dont certaines sont constitutives de crimes contre l'humanité, notamment des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d'autres traitements cruels et inhumains. Pour la première fois, son enquête met en cause directement le président Pierre Nkurunziza pour des appels récurrents à la haine et la violence. Plus loin, un nouveau sommet s'ouvre bientôt entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La rencontre prévue à Pyongyang du 18 au 20 septembre prochain réunira les deux dirigeants des deux Corées, a annoncé hier Séoul. Les discussions porteront sur la dénucléarisation de la péninsule. Et puis, la Cour suprême indienne prend la décision historique de dépénaliser l'homosexualité. La plus haute instance judiciaire d'Inde a jugé illégal un article de loi datant du 19e siècle condamnant les relations sexuelles entre personnes du même sexe. L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, devient aujourd'hui le 24e État à dépénaliser l'homosexualité. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous, 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.